Alors, on est réunis ce matin pour parler d'agriculture, donc dans le cadre du Printemps de l'économie. Et pourquoi parler d'agriculture quand on parle d'économie et territoire? Parce que l'agriculture et l'agroalimentaire pèsent lourd dans l'économie française. Juste deux chiffres. En 2014, l'agriculture et l'agroalimentaire pesaient 3,5% dans le PIB français et fournissaient 5,5% des emplois, avec un total de 1,42 million d'actifs. Donc c'est un secteur important pour notre territoire français. Monsieur Millard, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama rapide en chiffres de l'évolution de l'agriculture en France? On va essayer. Préparer quelques slides. Voilà, donc aujourd'hui, l'agriculture en France, c'est 475 000 exploitations agricoles qui mettent en valeur 29 millions d'hectares de surface agricole utile, SAU, et qui génèrent 73 milliards en valeur de produits agricoles. Donc depuis 10 ans, la part en valeur de la production agricole française dans la production européenne des États membres des 28 États se situe entre 17,7 et 19,8%. Cela en fait donc le premier producteur européen. La France est par ailleurs le 5e exportateur mondial, derrière les États-Unis, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Brésil. Elle doit cette bonne place à sa capacité à faire de la valeur ajoutée à travers la transformation. Si on regarde la dernière note de conjoncture du ministère de l'Agriculture de février 2016, l'excédent agroalimentaire s'est élevé à près de 9,4 milliards d'euros en 2015, en progression de presque 3%, dont 74% de produits agricoles transformés et 26% de produits bruts. Alors, si on regarde un petit peu la dimension économique et son évolution sur 25 ans, on s'aperçoit effectivement une érosion du nombre d'exploitations agricoles assez importante, puisqu'en 25 ans, le nombre d'exploitations agricoles a été divisé par 2. Et si on avait mis une projection beaucoup plus ancienne, on aurait vu que depuis 1955, en fait, c'est une division par 4, puisque au sortir de la guerre, il y avait environ en France 2 millions d'exploitations. Alors, ce qu'on appelle grande, moyenne ou petite, c'est en fonction de la production brute standard, c'est-à-dire qu'une petite exploitation, c'est entre 0 et 25 000 euros de production brute standard, une moyenne exploitation entre 25 000 et 100 000 euros, et une grande exploitation, c'est plus de 100 000 euros de production brute. Ce sont des références, et l'ensemble des diagrammes que je vais vous présenter sont issus d'Agreste et des derniers chiffres récoltés et mis en valeur en 2015 sur des références 2013. Alors si on regarde effectivement cette dynamique, on voit effectivement que le nombre des petites exploitations a sensiblement baissé. Certaines d'entre elles sont passées aussi dans les moyennes et grandes exploitations, mais qu'effectivement, l'érosion est assez marquée. Sur les orientations technico-économiques, on est avant tout, j'allais dire, sur une augmentation du nombre d'exploitations en grande culture, qui demeure toujours la plus low-tech orientation technico-économique des exploitations la plus importante, et qui représente, je crois, un peu plus du quart, voilà, et un autre quart pour l'élevage. Donc, effectivement, le secteur des céréales reste le secteur prépondérant. Sur le statut à présent, on voit que le statut des exploitations est avant tout un statut d'exploitant individuel à hauteur de 66% en 2013. Il a légèrement reculé au profit du phénomène sociétaire qui se développe, mais est contenu autour, pour le moment, de 30% des exploitations. Alors, il faut relativiser un petit peu, puisque dans les exploitations individuelles, c'est là que l'on trouve la plus grande part ce qu'on appelle des petites exploitations, moins de 25 000 euros de PBS, et effectivement, ce sont ces exploitations-là dont le nombre tend à se réduire et qui représentent
par ailleurs 30% des exploitations globales. Alors sur le foncier, c'est intéressant de voir que eh bien, on a un mode de faire-valoir en France fondé sur le faire-valoir indirect. Ça, c'est important de le souligner. Peu de gens le savent, c'est que plus de 60% des terrains sont mis en faire-valoir indirect par des tiers, propriétaires bailleurs, et 40% sont mis en faire-valoir, j'allais dire, direct. Et dans ces 40%, 10%, ce sont des propriétaires qui sont exploitants et qui mettent à disposition leur terrain à leur exploitation. Donc on peut vraiment considérer qu'il y a une relation de fermier à propriétaire sur 60% des terres mises en valeur. Alors quand on voit la répartition du fermage sur la carte française, on s'aperçoit vraiment qu'il y a une ligne de démarcation marquée par la Loire, avec une agriculture de fermage au nord de la Loire et une agriculture de propriétaires au sud de la Loire. Il faut aussi mettre cette constatation en relief avec effectivement la structuration des exploitations du sud-ouest et du sud, qui sont des exploitations un peu plus petites, aussi orientées vers des fruits et légumes, de la vigne, et donc qui permettent d'avoir des exploitations qui sont pleines propriétaires de leur foncier. Sur le nord, la taille des exploitations est plus importante et nécessite d'avoir recours au fermage. Voilà, ça c'est le prix des terres agricoles en France, qui tourne autour de 6 000 € l'hectare actuellement en moyenne. On a également donc des fortes disparités sur le territoire français. Entre 1997 et 2014, le prix des terres labourables et des prairies naturelles libres de toute occupation ont augmenté donc de 95% en euros courants, mais de 54% en euros constants. Néanmoins, il faut mettre cette augmentation sensible en rapport avec une baisse très importante qui avait eu lieu pendant les 20 années précédentes. Entre 1977 et 1997, on a eu une forte érosion du prix des terrains, vraiment une chute vertigineuse à prix constant, jusqu'en 1997, et c'est là où effectivement s'amorce une remontée un peu moins j'allais dire, rapide, mais néanmoins continue. Alors, bien évidemment, le prix des terres le prix des terres moyens recouvre énormément d'hétérogénéité. On est dans les meilleures terres françaises, entre 9 000 et 10 000 € l'hectare. On parle même de 15 à 20 maintenant, dans certaines plaines ou bassins alluvionnaires. Et puis, bien évidemment, dans le vin, les prix s'envolent. On est à présent sur une moyenne en Champagne de 1 200 000 € l'hectare en Champagne, et on a même des parcelles de Bourgogne, dont certaines parcelles très renommées, qui ont été récemment vendues autour de 20 millions l'hectare, 20 millions d'euros. Donc là, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans des rapports, on n'est plus du tout dans le rationnel. Donc, sur la population active, donc on a une population active qui effectivement s'établit à 854 000 personnes, y compris donc les salariés permanents en équivalent temps plein. Donc c'est quand même une masse importante d'actifs, même si on constate effectivement qu'en chef d'exploitation, on est à 577 000 et qu'il faut ramener aux 450 000 exploitations. Donc on a de nombreuses exploitations qui fonctionnent en association. Et bon, un chiffre qui est un peu inquiétant, c'est effectivement le nombre d'actifs de plus de 50 ans qui s'établit à 30,9% en 2013. C'est-à-dire qu'un tiers des exploitants donc maintenant approchent l'âge de la retraite ou l'ont dépassé, et ce qui nécessite effectivement une politique de transmission. Nous sommes à un moment, à un carrefour important pour la transmission des exploitations qu'il ne faut pas rater si on veut maintenir un nombre d'agriculteurs important sur le territoire.
Enfin, quelques chiffres sur les industries agroalimentaires. 85 800 entreprises dites agroalimentaires pour 680 000 salariés équivalents temps plein. Ça représente 6% des salariés des entreprises non financières, mais 10% du chiffre d'affaires et 12% des exports. Voilà les quelques chiffres que je souhaitais vous présenter en préambule donc, de nos échanges. Merci, Monsieur Millard. Alors, donc, on constate notamment une baisse du nombre d'exploitations dans ce panorama, tiré notamment par la perte des petites entreprises et des moyennes entreprises. Ce à quoi il faut qu'on rajoute une volatilité des revenus des agriculteurs depuis quelques années et particulièrement ces dernières années. Et le tout qui découle sur cet été une crise de l'élevage qui est notamment médiatisée avec les manifestations des éleveurs. Aurélie Trouvé, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, selon vous, comment on est arrivé dans cette situation-là ? Oui, donc bonjour à tous. Oui, alors sur cette crise de l'élevage, comme vous le savez, bien, il y a des difficultés extrêmement importantes pour plusieurs secteurs de l'élevage en même temps, hein, en particulier la production de lait, la production également de viande de porc, de viande bovine. Donc on a une conjonction de crises très importante avec, vous l'avez dit, une volatilité très forte des prix et donc des revenus agricoles, mais surtout une chute des prix. Hein. Par exemple, dans le lait, depuis 2 ans, on a perdu 20 à 30% du prix payé aux producteurs. En France, et c'est pareil de toute façon à l'échelle internationale, sauf, on le verra, on en reparlera certainement, dans certaines productions qui réussissent disons, certains segments qui réussissent par des appellations de qualité, certaines démarches de se sortir de là. Et ce que je voulais développer maintenant, c'était les raisons de cela, et avec certains, disons, je le partage, disons, avec un certain nombre de collègues, cette idée que finalement cette crise, elle est le symptôme d'une Europe qui est complètement malade du néolibéralisme économique, et je vais m'en expliquer. Vous savez que l'agriculture, c'était un secteur qui était très fortement régulé, ces marchés, hein, les prix, les échanges et même les volumes, on le verra, très fortement régulés par l'intervention publique, en particulier par l'Union européenne. Et historiquement, en fait, tous les grands pays producteurs agricoles ont, depuis des siècles, en fait, été très fortement régulés, parce qu'on considérait qu'on ne pouvait pas laisser le marché libre, et qu'il fallait agir sur ces prix pour à la fois garantir, disons, une sécurité alimentaire, garantir des revenus stables, plus stabilisés pour les producteurs, etc. Et donc, par exemple, dans l'Union européenne, la politique agricole commune s'est construite comme ça, hein, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand on a créé la Communauté économique européenne, avec des prix minimums garantis dans toutes les grandes productions dites stratégiques, hein, la viande bovine, etc. Et puis, on y a même ajouté, pour ce qui est du lait, mais c'est pareil pour le sucre ou d'autres, on y a même ajouté une régulation des volumes, c'est-à-dire qu'on considérait aussi, on l'a fait en 84 pour le lait, on considérait qu'il fallait aussi ne pas créer des surplus et des crises de surproduction chronique, et donc on a imposé pour chaque État et pour chaque ferme des volumes maximum de production. On a dit à chaque ferme, eh bien, vous ne produirez pas plus de temps. Ce qui a d'ailleurs pas mal marché, hein, puisque ça a permis de réguler effectivement encore davantage les marchés. Puis ce qui se passe dans les années 90-2000, et pour le lait c'est relativement récent, eh bien, c'est qu'on a décidé, au nom du libre marché, parce que, et comme dans tous les autres secteurs économiques, on a décidé de retirer la puissance publique et de laisser faire le marché, parce que ça allait augmenter le bien-être général, etc. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, les producteurs subissent ce qu'on appelle des marchés, des prix chaotiques, avec des prix qui sont extrêmement variables, et donc des revenus aux producteurs extrêmement variables, et donc avec des crises chroniques. Alors en plus, dans le lait, on rajoute à cela la fin des quotas laitiers, 31 mars 2015, c'est tout nouveau, hein. Alors c'est une dite sortie progressive, mais on a enlevé cette régulation des volumes. À quoi on arrive aujourd'hui ? Eh bien, on arrive à une réelle crise
de surproduction dans un certain nombre de secteurs de l'élevage. Et par exemple, dans le lait, eh bien, depuis 2 ans, les producteurs subissent moins 30% de prix du lait à la production. Et puis, il y a de la surproduction partout, avec une concentration en plus dans les régions dites les plus productives. Les Irlandais, l'Allemagne du Nord, le Danemark, etc., sont à fond les ballons parce qu'on a libéré la concurrence internationale, on a libéré les forces de la concurrence et finalement, c'est une course à la production, hein, celui qui captera le plus de parts de marché à l'international au détriment des autres. Et on se retrouve aujourd'hui dans une réelle crise de surproduction et même si les prix chutent complètement depuis 2 ans, eh bien on produit de plus en plus. On produit de plus en plus, en tout cas dans toutes ces régions-là que j'ai citées. Alors du coup, eh bien, on a aussi une concentration. Hein. Il y a beaucoup de régions, en fait il y a la moitié, voire les 3/4 des régions européennes où la production chute complètement, avec même des fois des déserts des laitiers qui se constituent. Hein. Et puis par contre, il y a des régions où on a une très forte pression parce que le lait se concentre ici, avec des problèmes environnementaux, de gestion des effluents d'élevage. Hein. On est à la limite dans énormément de pays, voire on dépasse les normes sur la qualité des eaux en nitrate, en phosphate, etc. Donc on est vraiment aux limites. Hein. Je pense nous aux régions de l'Ouest, mais je pense aussi aux Pays-Bas, etc., avec des vrais problèmes environnementaux liés à cette pression du fait de la concentration de l'élevage dans certaines productions. Donc voilà, des effets environnementaux derrière, mais aussi des effets sociaux, parce que certaines régions subissent cette désertification laitière. Bon, pour plusieurs raisons, hein, quand on laisse faire le marché, en plus, cette production va se concentrer dans certaines régions, et donc avec tous les méfaits derrière, les impacts que ça engendre. Donc, très forte volatilité des prix, des producteurs qui subissent maintenant cette volatilité des prix et des revenus, et en plus avec des impacts environnementaux liés à la concentration dans certaines productions. Là je pense au lait. Donc on est ici donc, face à cette grave crise, et en fait, du fait qu'on ait dérégulé les marchés à l'échelle européenne de manière très forte, eh ben, on se retrouve sans outils. On ne sait plus comment réagir face à cela, si ce n'est en décidant l'été dernier, c'est un peu le sauf qui peut. Alors à l'échelle nationale, qu'est-ce qu'on décide? De débloquer des aides à l'investissement et de faire des annulations de charges pour les producteurs. Mais en fait, c'est vraiment des tout petits pansements sur des plaies béantes, hein, et ça ne règle pas grand-chose, à vrai dire, et même plutôt ça incite encore à s'endetter davantage alors que les exploitations sont surendettées, donc on est dans une spirale infernale. Alors, par ailleurs, je dirais deux autres points sur cette Europe néolibérale. Deuxième méfait, je dirais, de cette Europe néolibérale, c'est qu'on est dans une Europe où il n'y a pas d'harmonisation sociale, fiscale ou environnementale, si, hein, j'y reviendrai, mais sociale et fiscale, en tout cas, il n'y en a pas ou très peu. Et ce qui se passe, c'est que, on subit aussi, tous les pays européens subissent ce dumping social et fiscal, et en particulier social. Et dans l'industrie agroalimentaire, par exemple, on a des stratégies de baisse du coût du travail dans chaque pays européen. C'est vraiment le moins-disant social pour pouvoir être le plus compétitif possible et pouvoir manger les voisins. Et on se retrouve, par exemple, on a beaucoup parlé dans la presse des prix, de la capacité des abattoirs allemands par rapport aux abattoirs français. Il faut savoir que les abattoirs allemands, alors les estimations, c'est quand même des parts très importantes de ce qu'on appelle les travailleurs détachés. Donc la capacité à employer des travailleurs, en fait, ce sont des travailleurs dont on ne paye pas les cotisations sociales du pays dans lesquels ils travaillent, mais du pays d'origine. Et donc, on peut gagner comme ça à peu près 1/3 sur les coûts du travail. Et on estime qu'aujourd'hui, dans les abattoirs, on est à 1/4, 1/3, bon, ça dépend des sources, de travailleurs détachés dans les abattoirs. Mais ça fait vraiment des très fortes différences de coût du travail. Et donc, on a aussi une industrie agroalimentaire qui est face à cette concurrence qu'on peut appeler déloyale, mais qui est aujourd'hui le fait de tous les secteurs économiques européens, vu qu'on a une Europe avec un espace de libre-échange et sans harmonisation sociale, fiscale, etc., vers le haut. Donc c'est le moins-disant qui prime. Et puis, dernier élément de cette Europe néolibérale, qui n'est pas finalement si néolibérale que ça, parce que si elle était véritablement néolibérale, si elle disait il faut un libre marché où on ait une infinité de vendeurs, d'offreurs, etc., c'est ça l'économie, la concurrence pure et parfaite, normalement, on a une infinité d'offreurs et de vendeurs. On n'a pas ça, en fait. On a une concentration de plus en plus forte dans la transformation et la distribution. Donc, ce qu'on a des rapports de force complètement déséquilibrés,
Par exemple, plusieurs dizaines de milliers de producteurs en France, 65 millions de consommateurs, face à, en gros, 4-5 grandes centrales d'achat de la distribution qui font l'essentiel de la distribution. Et puis, au niveau de la transformation, si vous prenez le lait, 4 ou 5 usines, entreprises qui font l'essentiel de la transformation laitière. Et donc, c'est une sorte de double entonnoir qui fait que, eh bien, plus ça se concentre et plus on est capable de faire pression sur les prix aux producteurs, mais aussi sans le répercuter sur les consommateurs. Et donc, clairement, là, on a des chiffres, il y a des rapports qui sortent au niveau européen, commandés par la Commission, au Parlement, etc., qui montrent très bien le fait qu'on a, à une vitesse très, très importante, une concentration de la valeur ajoutée dans la filière vers la transformation, la grande transformation et la grande distribution, au détriment des deux échelles mal organisées que sont les producteurs et les consommateurs. Et que fait l'Europe si elle était vraiment néolibérale avec cette logique concurrence pure et parfaite? Eh bien, elle agirait drastiquement sur ces mastodontes de la transformation de la distribution. Eh bien non, c'est pas le cas. Même plus que ça, elle dit aux producteurs, vous n'avez pas le droit, de vous organiser, vous avez plein de contraintes pour pas trop vous organiser. Par contre, transformation, distribution, allez-y à fond. Par exemple, vous avez une coopérative des Pays-Bas qui fait 90% de la collecte, tout va bien, etc. Bon, on a ou Lactalis qui fait un tiers de la collecte française laitière, et on n'a pas d'action par rapport à ça. Donc pour finir là-dessus, on a le gouvernement français qui se débat comme il peut, qui essaye de faire des accords, disons, qui essaye de discuter avec la grande distribution, qui dit oui, on va essayer de respecter tel prix avec les producteurs. Bon, le fait est que souvent, ça ne tient que quelques semaines et qu'on est aujourd'hui dans un contexte quand même relativement où on n'a pas d'outils finalement pour agir sur tout ça, alors que de fait, nous n'avons pas cette concurrence pure et parfaite et qu'on a des marchés complètement déséquilibrés. Donc on parlera tout à l'heure des solutions, mais je dirais qu'aujourd'hui, si on n'agit pas très fortement à l'échelle européenne, si on ne tape pas du poing sur la table, si on n'engage pas un bras de fer sur ces questions-là à l'échelle européenne, je pense que malheureusement, on ne verra pas la fin de la crise de l'élevage, ou du moins ce sera une crise permanente ou quasi chronique, à coup de sélection d'exploitation qui élimine une partie des producteurs, qui permet de repartir pour un nouveau round jusqu'à la prochaine crise, etc. Et je pense que ça va être une succession de crises chroniques, et d'ailleurs la crise actuelle, moi bien malin qui peut aujourd'hui, la crise de l'élevage, en annoncer la fin. J'ai entendu le commissaire européen très récemment, alors que jusqu'à maintenant la Commission disait tout va bien, il y a la Chine, la Russie, on va leur exporter, manque de bol, embargo russe, et en Chine, c'est stagnation économique et ils arrêtent, c'est la première fois que leurs imports de produits animaux diminuent. Et donc l'Eldorado chinois ou l'Eldorado des pays émergents, des pays du Sud à qui on allait exporter, eh bien c'est plus le cas. Donc la Commission qui jusqu'à maintenant, jusqu'en décembre-janvier, disait il n'y a pas de crise, allez-y, produisez à fond, il n'y a pas de problème. Là, depuis janvier, elle parle réellement d'une crise. Enfin, elle capte qu'il y a une crise, d'ailleurs, j'ai envie de dire enfin. Et là, tous les voyants sont au rouge et on ne voit pas pour l'instant de compromis à l'échelle européenne capable d'inverser cette crise. Voilà, alors je pense que cette crise, malheureusement, va s'approfondir et j'espère qu'il va en sortir quand même des outils de régulation et que ça remettra en cause un tout petit peu ce néolibéralisme économique européen. Merci voilà. Aurélie Trouvé, merci beaucoup. Dominique Bureau, l'agriculture bénéficie quand même d'aides publiques importantes et malgré ça, Aurélie Trouvé nous parlait d'une perte de compétitivité, de problèmes environnementaux. Est-ce que les choix politiques de la France et de l'Europe ont été judicieux? Est-ce que c'est la problématique est liée à la politique menée? Comment vous nous expliquez cette situation? Bien, bonjour. Je dois préciser qu'en fait, je suis là. Alors moi, je vais plus vous parler, puisque je m'occupe plus d'environnement, je vous parlerai après plutôt des solutions et des solutions qui peuvent venir de l'environnement. Mais il se trouve au fond que je suis venu là parce que le Conseil d'analyse économique me l'a demandé, lequel Conseil d'analyse économique a écrit plusieurs notes récemment sur la compétitivité de l'agriculture française, dont avec une personne qui s'appelle Jean-Christophe Bureau,
qui se trouve être un de mes co-auteurs, qui travaille rue Claude Bernard comme Aurélie Trouvé. Moi, j'habite rue Claude Bernard, mais lui, c'est lui, et moi, c'est moi, quoi. Donc, voilà. Donc, sur cette première partie, je crois quand même que je vais essayer de vous dire un peu ce qu'il y a dans le rapport du Conseil d'analyse économique, même si c'est plus lui que moi. Voilà. Bon. Donc, pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Aurélie Trouvé, il est clair qu'on vit dans, que l'agriculture, et ça a été rappelé au départ, est exportatrice. Elle est devenue exportatrice, je vais y revenir. Elle vit sur des marchés qui sont, certains sont très mondialisés et sont très volatiles. Et c'est effectivement une des difficultés de la mondialisation agricole, c'est la gestion de cette volatilité. Ceci étant, est-ce qu'on peut tout seulement renvoyer à l'Europe et au problème de la mondialisation pour une part, sont le contexte. Bon, on reçoit 10 milliards d'aides de l'Europe, c'est quand même pas rien. Par ailleurs, il faut savoir qu'au niveau européen, à chaque étape aujourd'hui de la réforme européenne, il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre l'argent de la PAC plutôt sur l'innovation en Europe pour rester dans la compétition mondiale? Donc il faut savoir que ce n'est pas complètement acquis. C'est pas ça que je vais développer là, mais enfin, il faut savoir cette question est régulièrement posée, c'est-à-dire que pour défendre la PAC, ça ne va pas de soi à chaque fois. Ce que suggère au fond le rapport du Conseil d'analyse économique et coordinateur de ce printemps, c'est qu'il faut aussi qu'on regarde chez nous, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on fasse évoluer nos politiques et qu'au fond qu'on soit capable de redonner une vision d'avenir à l'agriculture française, laquelle est confrontée réellement. Alors moi, je m'occupe plutôt de développement durable. Donc le développement durable, c'est le pilier économique, le pilier social, le pilier environnemental. Quand on prend ces trois piliers, on a un problème majeur. On a une fragilisation de la compétitivité, comme vous venez de le dire, avec une réduction de notre excédent commercial. Il y a un essoufflement des gains de productivité, mais en même temps, il y a des impacts environnementaux qui sont importants et pas complètement traités. Et d'autre part, une partie très importante de l'agriculture française vit avec des revenus qui sont extrêmement faibles et totalement, je dirais, incroyables par rapport au travail que ça représente pour les gens qui sont sur les exploitations. Donc clairement, on a quand même un panorama qui est noir. Alors comment on a, peut-être plus, comment on en est arrivé là, moi je vais remettre plutôt en perspective. Au fond, on a la période entre 1960 et jusqu'à la décennie 80, qui a été une période dans laquelle l'agriculture française s'est transformée très très rapidement, très fortement. Elle s'est insérée dans les marchés internationaux. On était parti d'une situation où l'Europe n'était pas du tout autosuffisante et donc elle était soumise à des risques de dépendance. Il y a eu ce qu'on appelle la première révolution verte, et donc l'agriculture française s'est complètement impliquée dans cette première révolution verte avec succès. Par contre, ça a conduit aux réformes qu'on a connues depuis 15-20 ans maintenant, depuis le début des années 90, et avec des étapes successives. Mais au fond, grosso modo, on est devenu excédentaire et très exportateur, donc sur les marchés internationaux. On est devenu exportateur grâce à un soutien des prix, c'est-à-dire qu'on garantissait des prix aux agriculteurs, mais quand ils exportaient, il fallait leur donner des subventions à l'exportation, et donc les subventions à l'exportation se mettaient à coûter cher budgétairement, alors budget français ou budget européen, plutôt budget européen en l'occurrence. D'où des conflits commerciaux qu'il y a eu, à savoir que les autres exportateurs disaient que c'était nos subventions à l'exportation qui créaient des déséquilibres sur les marchés mondiaux et qui contestaient la manière dont on était sur les marchés mondiaux. Donc ils nous disaient en substance, soit vous continuez à exporter mais dans des conditions sans subventionner, soit vous n'exportez plus et vous retirez des marchés. Donc le deal, il était quand même très tendu dans la négociation commerciale et il fallait réagir avec ça. Et puis il y avait un certain nombre de trous dans les réglementations qui fait qu'on était d'un côté exportateur, mais on avait aussi des importations qui se développaient, par exemple sur l'alimentation du bétail, parce qu'il y avait des produits qui échappaient à nos réglementations. Donc, de toute façon, il y avait bien des choses à faire, et puis on avait des menaces, et on était dans un monde assez conflictuel. Donc, ce qui a été fait, c'est ce mot de découplage qui était de faire que le soutien à l'agriculture ne soit pas un soutien qui pousse au productivisme et au productivisme et aux exportations.
Et donc, on est passé aujourd'hui à un mode de soutien. Je rappelle, hein, il y a ce qu'on appelle 2 piliers, c'est ce que vous entendez. Le premier pilier, c'était le soutien avant, qui était le soutien des prix, qui a été transformé en soutien aux revenus, c'est-à-dire c'est des transferts aux agriculteurs aujourd'hui, de manière à ce que ça n'incite plus à augmenter la production pour augmenter la production. Mais au fond, le soutien en tant que montant de soutien a été à peu près conservé. Et puis il y a un deuxième pilier qui s'est développé, mais je vais expliquer après pourquoi je pense que c'est qu'une approche et il faut d'autres approches aussi dans ce domaine-là. C'est ce qu'on appelle le développement durable et dans lequel vous trouvez toutes les aides, ce qu'on appelle agro-environnemental, dont l'exemple type, c'est par exemple ce qu'on appelle vulgairement la prime à l'herbe, c'est-à-dire les aides pour conserver des prairies ou des choses comme ça. Donc, alors, quel est le problème aujourd'hui? Ce que suggère la note du Conseil d'analyse économique, c'est au fond que ces réformes, elles ont été plus subies qu'au fond, on a été confronté aux réformes, on les a appliquées, mais par contre, on ne s'est pas donné les moyens d'avoir une vision pour replacer l'agriculture. Un autre élément que je n'ai pas cité, mais c'est quand même l'élargissement de l'Europe qui a amené d'autres compétiteurs au sein de l'Europe et que ce n'était pas négligeable. Il y a d'autres pays, dans les pays qui sont venus en Europe plus récemment, il y a des pays avec un gros potentiel agricole, on ne peut pas l'ignorer. Et donc, il fallait voir comment les mettre dans la politique agricole commune. Donc, je crois que ce que suggère la note du CAE, c'est que ces réformes ont été subies, c'est-à-dire que, alors qu'il y a des pays qui ont essayé de saisir l'occasion de ces réformes pour transformer leur agriculture, nous, on n'a pas fait grand-chose. Un exemple type, c'est pour ça que j'ai cité les 2 piliers, il y a des pays qui ont basculé des aides du premier pilier au deuxième pilier, c'est-à-dire avec l'idée qu'il fallait pas simplement figer le soutien à l'agriculture tel qu'il était avant la réforme de la PAC, enfin les paquets depuis 92, 2003, 2010, enfin bon, etc. Et qu'on cherchait à moins subventionner, je dirais, moins faire des transferts, purement transferts de revenus, mais plus faire d'agro-environnemental. Nous, on ne l'a pas fait, alors pour une raison qui est assez simple, hein, c'est que budgétairement, le premier pilier, c'est l'Europe, et le deuxième pilier, c'est cofinancé, donc il fallait mettre de l'argent français. Donc nous, on s'est entièrement reposé sur l'argent européen, et donc on n'a pas cherché à se restructurer. Donc il y a ce genre de choses qu'a joué. Et puis le paiement unique, hein, ce qui est la nouvelle manière de donner l'argent aux agriculteurs, on a cherché simplement à reproduire ce qui était la situation antérieure à l'identique. Et donc on n'a pas du tout cherché à voir comment le système de soutien, on pouvait l'utiliser pour orienter l'agriculture. Donc le résultat, ce que pointe la note du CAE, c'est un ensemble de choses qu'il faut regarder, qui sont tout aussi délicates, qui recoupent certaines choses qui ont été citées par Aurélie Trouvé, mais qui sont compliquées à regarder. C'est est-ce que effectivement, alors la note du CAE insiste plutôt sur les rigidités, soit dans la taille des structures, soit dans la coordination des filières. Elle insiste évidemment, effectivement, sur les problèmes de réglementation et de coût du travail où il y a des distorsions où il y a des distorsions et des écarts importants par rapport à d'autres concurrents. Elle insiste aussi sur le fait que l'agriculture française semble avoir été moins capable d'incorporer de l'innovation que dans les décennies précédentes. Elle pose la question de la formation, du capital humain. Elle pose aussi la question, et je terminerai là-dessus, ce qu'on appelle les stratégies de compétitivité hors prix, c'est-à-dire que aujourd'hui, je crois que dans le monde qui a évolué, il y a des produits qu'on vend sur des marchés qui sont des marchés mondialisés, qui sont des produits très standardisés, et puis il y a des produits où la demande du consommateur devient importante. Et donc, la question, c'est aussi comment on répond à la demande du consommateur. Et alors, on retrouve les questions de coordination de filières, mais on retrouve aussi les questions de choix de compétitivité hors prix. Et vous savez tous que les choix de l'agriculture française sur la compétitivité hors prix, c'est de mettre en valeur les origines géographiques, ce qui correspond bien aux attentes des consommateurs français qui ont envie d'acheter du vin de Bourgogne, du vin de ceci, du vin de cela. Sur les marchés mondiaux, c'est d'autres critères qui peuvent servir et les gens vont attendre plutôt tel type de cépage, tel type de choses comme ça, etc. Et donc, au fond, on n'est pas forcément bien positionné parce qu'on vend sur des marchés sur lesquels nos stratégies de compétitivité sont restées un peu les mêmes et ne correspondent pas forcément à celles qu'attendent les consommateurs. Et donc, la question de l'adéquation, au fond, de stratégie des agriculteurs par rapport au consommateur final deviennent importantes. Et évidemment, la coordination, ça se joue dans toute la coordination des filières
entre le producteur et puis tout ce qui va faire les industries agroalimentaires, la commercialisation. Ce sont des sujets compliqués, mais ce que suggère la note du CAE, c'est que ces sujets doivent être ouverts et qu'ils sont importants. Si on veut redonner de l'avenir à l'agriculture française, il faut vraiment regarder de près ces problèmes de compétitivité, sachant que moi, je parlerai plus après de ce qu'on peut faire sur l'environnement. Mais voilà ce qu'il y a dans la note du Conseil d'analyse économique, très rapidement, je crois. Merci, Monsieur Bureau. Jean-Baptiste Millard, quand on a préparé cette table ronde ensemble, vous avez été un peu moins sévère sur l'aspect économique de la crise et vous m'avez parlé, vous aussi, plutôt de réformes subies. Vous m'avez parlé aussi de la problématique de l'intégration des PECO à l'Union européenne et vous m'avez parlé carrément d'une crise morale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors, si vous me permettez, juste je reviens 2 minutes, effectivement, sur le constat de mes voisins et incontestablement sur, me semble-t-il, une inadaptation de l'agriculture française à la réforme qui a été, aux réformes successives qui ont été adoptées depuis 92, j'allais dire de baisse des niveaux de prix garantis et de démantèlement des outils de régulation et des politiques de régulation des marchés. Alors, de 92 à 2003, ça a été un petit peu caché par des prix sur les marchés mondiaux plutôt bons. Du coup, on a compensé par des aides directes des prix effectivement garantis qui baissaient, mais ça ne s'est pas trop vu, notamment sur les céréales. C'était un peu plus problématique avec la crise de la vache folle sur l'élevage bovin. Et puis, bon, vraiment fin des années 90, la Commission européenne est devant ce défi d'intégrer les PECO dans l'Union européenne, donc ce qu'on appelait les PECO, les pays d'Europe centrale et orientale. Et elle a, à mon avis, c'est l'élément, je pense, essentiel, qu'on ne le dit pas assez souvent, c'est, je pense, l'intégration des PECO qui a conduit la Commission européenne à réfléchir, à repenser les aides, en considérant que le seul dénominateur commun qu'il pouvait y avoir entre une agriculture française, polonaise et roumaine, c'était l'hectare. Parce qu'une politique de prix garanti avec des pays avec des agricultures de taille complètement différentes, des pouvoirs d'achat complètement différents, et puis la problématique aussi des monnaies, puisque tous ces pays ne sont pas rentrés dans l'Union européenne, a fait le choix d'une politique, j'allais dire, d'aide à l'hectare, qu'elle a ensuite découplée au motif, j'allais dire, d'une meilleure adaptation, ou en tout cas d'un respect des engagements internationaux pris dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, qui en réalité, bon, pour le moment, le cycle de Doha n'est pas encore terminé, et pourtant, cette réforme avait été faite pour celui-ci. Et puis enfin, c'était une question de maîtrise des coûts budgétaires. Donc effectivement, en 2003, c'est vraiment l'ouverture, comme Madame Trouvé l'a très bien l'a justement rappelé, une ouverture sur les marchés. Et là, quand on est face au marché, effectivement, on n'est plus démuni si on n'a pas d'autres outils qui sont mis à la disposition des agriculteurs. Donc ce tournant libéral n'a pas été, à mon sens, assumé réellement par les pouvoirs publics qui l'ont pourtant voté. Les gouvernements successifs de droite comme de gauche ont voté les réformes de la PAC, se contentant de communiquer plutôt sur le maintien du budget de la PAC, parce qu'effectivement, là-dessus, bon, la France a protégé et a maintenu son budget. Donc, on voit bien que la crise actuelle est surtout sur les commodities et pas sur les produits sous signe de qualité, qui globalement se portent plutôt bien. Mais à cette crise, effectivement, me semble-t-il, à cette crise, j'allais dire, d'adaptation, même si il faut bien se rendre compte que dans les difficultés se ressenties de manière très différente entre les agriculteurs. Il y a des agriculteurs actuellement qui se portent bien et qui ont su s'adapter à ces nouveaux enjeux, et d'autres, effectivement, qui n'ont pas réussi à le faire parce que leur marché n'est pas en adéquation, j'allais dire, ou plus précisément, leur structure et leurs coûts de production ne sont pas en adéquation avec les marchés dans lesquels on les a effectivement plongés en direct. Alors, cette crise d'adaptation, à mon avis, s'est doublée effectivement d'une crise morale où les agriculteurs français, incontestablement, ont l'impression de ne pas avoir la liberté d'entreprendre quelque part, de ne pas bénéficier des mêmes armes que leurs voisins, ça c'est un fait,
C'est pour ça qu'il parle souvent de surtransposition réglementaire. C'est un mot qui revient souvent dans la bouche de nos agriculteurs. Donc la fameuse surtransposition réglementaire. C'est également le défi de la transition écologique. Tous les agriculteurs n'y sont pas préparés. Donc la transition écologique nécessite une adaptation et un changement des pratiques et parfois même des systèmes. Donc ça également, ça remet en cause sa propre pratique du métier et donc ça bouleverse un petit peu ses repères. Une défiance incontestablement, très certainement due à la première cause, une défiance vis-à-vis des élus, des institutions et parfois même des organisations professionnelles, parce qu'on considère qu'en fait, on leur a vendu, enfin, ils considèrent qu'on leur a vendu une réforme qui n'est pas en fait celle qu'ils attendaient. Et puis un sentiment global, pour certains, de manque de reconnaissance. Donc effectivement, de manque de reconnaissance par l'ensemble de la société. Donc effectivement, on est là dans une double crise, me semble-t-il, qui s'exprime effectivement par des manifestations répétées. Voilà. Très bien, merci. Alors bon, on a dressé un panneau un petit peu sombre là. Alors face à ces diagnostics plus ou moins partagés, la question c'est comment est-ce qu'on va pouvoir assurer un avenir à nos agriculteurs et comment redonner de la compétitivité à notre agriculture française dans ce contexte de mondialisation. Jean-Baptiste Millard, après nous avoir fait un petit peu votre diagnostic, vous avez, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez parlé de différents dispositifs qui pourraient un petit peu aider les agriculteurs à se remettre sur le rail, comme l'assurance ou revoir la fiscalité. Quels sont, selon vous, les dispositifs à mettre en place aujourd'hui pour sortir l'agriculture de la crise ? Bon, alors, je vais me redonner la parole, donc je la reprends volontiers. Donc, bon, peut-être une première réponse que l'on pourrait apporter, c'est de la part, j'allais dire, des États européens globalement. Madame Trouet l'a dit tout à l'heure, effectivement, on joue de plus en plus dans son coin, les uns contre les autres, et à mon sens, il faut effectivement redonner de la cohésion à la politique agricole commune qui, bien évidemment, au fur et à mesure des réformes, j'allais dire, détricotant un certain nombre d'outils et offrant aux États membres, d'ailleurs qui le demandent, la France le premier, demande de la souplesse, on se retrouve effectivement avec une part de la politique agricole commune qui est de plus en plus nationale et qui peut, en fonction des choix des différents États, venir exacerber les sentiments de concurrence déloyale. Alors tout d'abord, à mon avis, dans la mesure où la PAC est la grande politique intégrée, on peut même considérer la seule réellement politique intégrée, il convient à mon avis de donner une réponse commune. Et on l'a vu en mars avec le Conseil de l'agriculture. On propose par exemple d'activer l'article 222 de l'OCM unique qui permet des dérogations au droit de la concurrence. Bon, c'est très bien, mais si moi, Français, j'agis seul dans mon coin pour procéder à des mesures de retrait de marché, je ne vois pas très bien dans le cadre de production et de marchés mondiaux comment on va pouvoir effectivement voir les prix remonter. Donc c'est une action, à mon avis, collégiale qu'il faut, et une réponse collégiale qu'il faut apporter. Ensuite, peut-être une deuxième réponse, c'est effectivement une meilleure organisation, je pense, des producteurs et des interprofessions. L'évolution des marchés et l'ajustement permanent à une demande en évolution rendent indispensable l'efficacité à la fois des interprofessions qui doivent donc pouvoir avancer sur un certain nombre de sujets et il faut que ceux qui ne souhaitent pas avancer puissent ne pas empêcher que les autres puissent avancer. Il faut que les organisations professionnelles puissent effectivement redoubler d'efforts dans leur organisation et pour cela, j'allais dire, on tombe sur une troisième évolution souhaitable, c'est bien évidemment la dérogation à un certain nombre de règles du droit de la concurrence
pour leur permettre de s'organiser. On voit bien que ces tentatives souvent se heurtent au respect du droit de la concurrence. Rappelons qu'initialement, l'idée des pères fondateurs de l'Europe, c'était d'exclure l'agriculture du champ du droit de la concurrence. Il a été réintégré par la Cour de justice alors des communautés européennes, maintenant c'est JUE, et on a de cesse d'essayer, j'allais dire, de pouvoir déroger à un certain nombre de règles. Il faudrait que ces dérogations soient plus systématiques et en tout cas qu'il y ait une véritable réflexion sur ces dérogations. Et puis, Monsieur Bureau l'a tout à fait l'a bien mise en valeur. Il faut protéger les producteurs contre la volatilité agricole, donc qui est source d'aléas économiques. Alors, effectivement, SAF Agridé a travaillé sur ce point et pense que, effectivement, si les prix ont toujours connu des fluctuations, les réformes successives de la PAC, avec une prise plus directe au marché des agriculteurs, nécessitent de repenser la protection dans la mesure où effectivement les périodes de volatilité sont de plus en plus... On est passé de fluctuations à de la véritable volatilité, c'est-à-dire des phénomènes beaucoup plus brutaux et plus courts dans le temps. Donc nous savons qu'en matière agricole, il y a une inélasticité entre la relation offre-demande, c'est la fameuse... S'il y a certains économistes dans ça, c'est la loi de King, qui très rapidement, effectivement, dérègle les marchés agricoles beaucoup plus que d'autres marchés. Donc on voit bien qu'il y a des réactions récentes. Le Sénat, encore hier ou avant-hier, le Sénat a fait une proposition de résolution visant à encourager le développement d'outils de gestion de l'aléa économique en agriculture. Le Parlement vient d'adopter le rapport établi par des universitaires sur la mise en place d'un dispositif d'assurance et de fonds mutuels pour répondre à la volatilité des marchés. Si vous voulez, schématiquement, les agriculteurs sont confrontés à quatre risques majeurs: le climatique, le sanitaire, l'environnemental et l'économique. Le sanitaire et l'environnemental, on a créé le fonds de mutualisation sociale, le FMSE, fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux. On a été les premiers à le faire dans le cadre de la précédente PAC. Les aléas climatiques, nous disposons également, nous avons fait des transferts, en tout cas nous avons mobilisé le deuxième pilier pour mettre en place des politiques assurantielles sur les aléas climatiques. Et puis maintenant, on a encore amélioré le système depuis la loi agricole de 2014 avec le fameux contrat socle. Et il reste l'aléa économique. Et je pense que sur l'aléa économique, on pourrait également avancer. Si vous voulez, il s'agirait non pas de garantir un revenu, c'est idiot, puisqu'on est dans un exploitant agricole est un entrepreneur, donc c'est idiot de garantir un revenu, mais en revanche, on pourrait envisager de garantir à tout le moins une marge. Cette marge, en fait, pourrait très bien être envisagée, on pourrait très bien avoir des indicateurs qui sont fournis par France Agrimer, où à un moment donné, on considère qu'il n'y a plus, il y a une augmentation brutale du coût de production ou une baisse brutale des prix, et on regarde quel est l'impact sur la marge de l'entreprise agricole. Et si on considère qu'il y a effectivement un déphasage trop important et j'allais dire une chute vertigineuse de la marge, à ce moment-là, on pourrait envisager de déclencher une assurance qui pourrait effectivement, dont le coût pourrait être largement pris en compte dans le cadre de la politique agricole commune, si on accepte de procéder à un certain nombre de transferts entre le premier ou le deuxième. Enfin, est-ce qu'il y aura encore 2 piliers d'ailleurs dans la prochaine PAC? La question est ouverte. Donc ça, c'est un point intéressant. Et dans, j'allais dire, la continuité de cette réflexion autour du régime assurantiel, il y a également, je pense, et là c'est une réponse plus nationale, la nécessité, si vous voulez, de lisser les revenus avec les outils fiscaux et sociaux que l'on a à notre disposition, lisser les revenus. Parce que n'oublions pas qu'il y a encore 1 an et demi, le prix du lait était au plus haut. Le 1er décembre 2014, le prix du lait est à 390
euros la tonne. Aujourd'hui, il est à 280. Donc, on voit bien la variabilité extrême et la baisse forte du prix, mais on sait aussi que 2014, c'est hier, le prix était élevé et qu'il faut mettre en place des outils qui permettent, c'est vieux comme le monde, lors des vaches grasses, de pouvoir mettre de côté pour les vaches maigres. Et pour ne pas se retrouver à la première baisse venue, se retrouver dans le désarroi. Parce qu'en réalité, les agriculteurs, leur problème, c'est que dès qu'ils ils sont en crise quand ils ont un problème de trésorerie. Dès qu'ils n'ont plus de trésorerie, ils se considèrent en crise. Donc effectivement, je pense qu'il faut les aider justement à faire de l'épargne de précaution, à ne pas se voir imposer trop fortement les bonnes années pour pouvoir justement compenser les mauvaises années. Ça, ce sont des outils proposés, j'allais dire, qui, dans le cadre actuel, dans le cadre actuel que les agriculteurs vivent. Après, on peut effectivement réfléchir à la mise en place de nouveaux outils de régulation, mais je crains malheureusement qu'on soit bien esselé sur la scène communautaire pour en obtenir. Mais ça, c'est la prochaine réforme de la PAC qui en décidera. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Millard. Alors, je pense que je vais donner peut-être la parole à Aurélie Trouvé d'abord. Non, vous êtes prêts? Bon, très bien. Alors, c'est vrai aussi qu'on parle d'économie et territoire aujourd'hui et on ne peut pas donc parler d'agriculture sans parler d'environnement. Dominique Bureau, justement, vous êtes spécialiste de l'environnement, vous pouvez nous expliquer en quoi le maintien du capital naturel est essentiel pour maintenir l'agriculture et surtout comment on pourrait concilier performance économique, donc pour regagner en compétitivité sur un marché mondial, et en même temps performance environnementale. Merci, vous avez vu qu'on avait des petits ajustements. Affichage plein écran. Là, ici. Merci. Oui, donc souvent une des questions qui est posée, c'est de se dire, bon, on est une situation de crise de notre agriculture et il faudrait choisir entre traiter le problème économique et traiter le problème environnemental. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que à la fois, je pense que c'est nécessaire de traiter les deux simultanément, parce qu'au fond, l'agriculture, elle est dans un monde, elle a plein de défis à relever, et il faut relever les défis. On ne peut pas choisir les défis qu'on choisit seulement. Et d'autre part, de suggérer qu'il faut développer de nouveaux instruments pour ça, c'est-à-dire que si on veut relever le défi environnemental, on peut trouver des instruments qui permettent à la fois de relever le défi environnemental et de créer aussi de nouveaux revenus pour les agriculteurs et de donner une vision plus intégrée, je dirais, de l'avenir de l'agriculture. Donc, les défis ils ont déjà été évoqués. L'une des difficultés, c'est que les exploitations agricoles sont par essence diverses, c'est-à-dire que selon les régions françaises, selon les orientations techniques, la manière de prendre les enjeux environnementaux peut être différente entre le bio et d'autres secteurs plus exportateurs, par exemple. Souligner qu'il y a besoin donc d'innovation. Alors le point de départ, c'est de rappeler qu'au fond, préserver les ressources en eau, préserver la qualité des sols, etc., c'est l'intérêt des agriculteurs à long terme. Et donc la manière dont souvent on oppose agriculture et environnement est un peu factice, parce que si on a une vision de long terme, il faut bien se préoccuper du maintien des actifs qui vont permettre à l'agriculture. L'agriculture, elle est liée aux ressources naturelles, et donc il faut avoir une vision intégrée. Le point important, et ça c'est pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est qu'une autre raison pour avoir une vision intégrée, moi je vais vous parler plutôt des possibilités de rémunérer ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire qu'au fond ce que les agriculteurs font ou pourraient faire et qui ont un impact environnemental, mais qui ont une valeur très importante pour la société et qui convient de stimuler. Mais vous ne pouvez pas penser à ça indépendamment, par exemple, des problèmes de risque qui viennent d'être évoqués, parce que si vous pensez, par exemple, si vous voulez faire mieux pour l'environnement, vous avez envie de réduire le nombre de traitements par les pesticides. Quand vous réduisez les traitements par les pesticides, vous prenez plus de risques. Et donc la question de savoir comment vous allez assurer ces risques devient importante. Et donc vous avez besoin d'avoir une vision intégrée
dans lequel la manière dont vous allez rémunérer les services environnementaux et la manière dont sont gérés les risques, et on vient de voir que la question de la gestion de la volatilité et de l'ensemble des risques auxquels est soumise l'agriculture, c'est le cœur du problème de la régulation agricole. Donc vous ne pouvez pas les voir séparément. Donc l'idée, c'est que l'agriculture fournit ou pourrait fournir, et ça c'est ce qui a été développé beaucoup en économie de l'environnement depuis des années, c'est une identification des services qu'on appelle écosystémiques, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question à quoi ça sert la biodiversité, et de se rendre compte que la préservation des écosystèmes, bah, ça sert à la société, c'est pas juste pour protéger les petits oiseaux, ça sert à la société, la qualité des ressources en eau, ça va avoir de l'importance, par exemple, l'érosion des sols, ça coûte. Donc vous avez une liste un peu d'une identification de tout un ensemble de services qui sont très importants pour la société, qui ont une valeur, parce que si jamais on ne maintient pas correctement ces actifs, alors la dernière valeur étant par exemple les paysages, mais les paysages, ça a de la valeur pour le tourisme, et donc tous ces services ont de la valeur. C'est des services qui sont en partie produits, c'est-à-dire que si on veut que cette valeur soit la meilleure, il faut une intervention, il faut une approche de valorisation pour créer de cette valeur. Et donc l'un des travaux importants qui ont été faits par les économistes ces dernières années, les économistes des ressources naturelles, c'est d'identifier ces valeurs et de voir les enjeux. Et les agriculteurs sont les premiers et les plus concernés potentiellement par la fourniture de ces services, et ceci peut devenir une source de revenus complémentaire, c'est ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux. Alors les PE, ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux, c'est une logique qui n'est plus une logique de subvention, la logique du deuxième pilier que j'ai évoqué précédemment, on reste encore dans une logique de subvention, une prairie. Mais une prairie, là vous avez vu dans la slide précédente, c'était des services plus précis, c'est-à-dire est-ce que ça va permettre de maintenir la ressource en eau pour l'eau potable, est-ce que ça va des choses comme ça. On est sur des choses beaucoup plus précises et des services mieux identifiés. On n'est pas juste dans une logique de subvention avec les contraintes d'éco-conditionnalité ou des choses comme ça. On est sur une logique vraiment, on va fournir un service et on veut inciter, c'est-à-dire qu'on veut créer un système va faire que les agriculteurs vont avoir envie de fournir ces services parce que ça va être rémunérateur. Donc, c'est des services qui vont pouvoir être rémunérés. Les sources de financement possibles, ça peut être le privé directement, les usagers directement. Le cas exemplaire, c'est Vittel. Vittel, grosso modo, Vittel ne pourrait pas... Enfin, Vittel prend son eau sur un bassin versant où il y a de l'agriculture. Et s'il n'y a pas une coordination entre les eaux de Vittel et les agriculteurs dans le bassin versant, l'eau de Vittel ne peut plus être déclarée eau minérale. Ou alors, il faut, pour la rendre minérale au sens de la réglementation sur les eaux minérales, mettre en place des usines de repotabilisation, etc., qui ont des coûts considérables, et c'est moins coûteux, au fond, de demander aux agriculteurs d'avoir des pratiques plus environnementales. Et donc, Vittel, alors que ce soit les éleveurs ou que ce soit, par exemple, sur le maïs irrigué ou des choses comme ça, donc Vittel passe des contrats avec les agriculteurs du bassin versant, de manière à ce que l'eau qui arrive à la fin et l'eau que prélève Vittel pourrait être déclarée de l'eau minérale et utilisée comme telle sur la base de contrats passés avec les agriculteurs dans le bassin versant. Bon. Ceci étant, ça c'est un cas un peu exceptionnel parce que souvent, le problème des services que j'ai présentés ici, ils intéressent un peu tout le monde, c'est-à-dire que l'amélioration des paysages, ça va bénéficier un peu à tout le monde. Et donc, les cas où il va y avoir un acheteur, donc on est sur des services avec un acheteur, en réalité, on a plusieurs acheteurs. Et donc, la manière de mettre en rapport les acheteurs, donc les cas où ce serait juste un acheteur privé sont assez rares. Par contre, on peut avoir des acheteurs publics, c'est-à-dire typiquement toutes les agences qui sont en charge de la protection des eaux, de la biodiversité, de faire des parcs de la conservation, de faire des parcs régionaux, des parcs naturels, etc., qui, eux, peuvent avoir intérêt à passer des contrats avec les agriculteurs pour avoir un certain nombre d'aménités, services écosystémiques, etc. Et puis, il y a quelque chose qui se développe aussi, qui est que dans beaucoup de pays, il y a cette notion de compensation qu'on a dans la loi biodiversité. C'est que dans beaucoup de pays, on a des politiques qui visent à maintenir le maintien du capital naturel, ce qu'on appelle des politiques no net loss. Et donc, si un aménageur dégrade le stock de capital naturel, ce qu'il fait assez spontanément, enfin même s'il a essayé d'éviter et de réduire ses impacts sur l'environnement, il va y avoir une dégradation. Et ce qu'on lui demande, c'est de trouver des compensations, c'est-à-dire de remettre à niveau le capital naturel, bien qu'il l'ait dégradé. Et donc la solution, c'est qu'il faut qu'il aille trouver des gens qui vont pouvoir compenser, puisque
puisque lui, il fait un projet qui va artificialisation les sols, par exemple, ce qui va augmenter le risque d'inondation. Et donc, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui compense ça en procurant une réduction du risque d'inondation qui n'avait pas été supérieure à ce qu'aurait été fait spontanément. Qui peut le faire? Les agriculteurs. Et donc, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de compensation. Donc, ces mécanismes-là, la demande, elle est fabriquée par la régulation publique, mais au fond, ça fabrique une demande pour les agriculteurs qui pourraient, à ce moment-là, fournir des services environnementaux pour apporter, pour répondre aux besoins de compensation, entre guillemets, qu'ont les aménageurs. Donc, voilà le genre de choses qui se développent. Donc, ça, je viens de le dire rapidement. Alors, évidemment, donc il y a une marge, enfin, il y a un champ pour développer des paiements pour services environnementaux. Et dans la loi biodiversité, il y a cette notion d'obligation réelle environnementale qui vise à pouvoir mettre ça en pratique en termes juridiques. Mais donc, il y a un champ possible et où la France n'est pas particulièrement en avance là non plus sur ces développements. Ceci étant, évidemment, moi je pense que les agriculteurs ne pourront tirer beaucoup de bénéfices de la valorisation des services qu'ils peuvent fournir et des services nouveaux qu'ils vont fournir, parce que grâce à ces paiements, ils pourraient être incités à faire des choses qu'ils ne font pas, mieux respecter les paysages, mieux respecter les ressources en eau, etc. Mais justement, ceci ne sera possible que si par ailleurs on s'attaque aux pollutions diffuses, qui est le côté négatif et l'impact négatif de l'agriculture aujourd'hui sur l'environnement. Et là aussi, on peut trouver des solutions qui soient compatibles avec la compétitivité, contrairement à ce qu'on croit. Donc là, la solution naturelle des économistes, c'est de dire il faut, au principe pollueur-payeur, il faudrait que pour responsabiliser les agriculteurs, comme tout pollueur, aux dommages qu'ils créent à l'environnement, il faudrait mettre un prix et mettre ce qu'on appelle des écotaxes. Évidemment, ce n'est pas facile de mettre des écotaxes dans un contexte où le revenu des agriculteurs est ce qu'il est. Pourtant, c'est possible. Les Suédois ont montré qu'on pouvait faire des choses. Alors ça, l'exemple que je vous donne est sur la pollution de l'air. Les Suédois, c'est un pays qui est tout petit, qui est exposé complètement à la concurrence internationale. Donc, ils ne vont pas faire des politiques unilatérales pour l'environnement qui vont mettre en péril leur compétitivité. Enfin, la compétitivité, c'est dans l'ADN des Suédois. Hein. Donc, pourtant, ils étaient confrontés au problème des émissions d'oxyde d'azote. On est en dehors de l'agriculture, mais c'est tout à fait transposable. Ils étaient confrontés et ils ont voulu réguler les oxydes d'azote. Et ils ont mis une taxe sur les oxydes d'azote à un niveau qui est 100 fois supérieur à la taxe qu'on a en France sur les oxydes d'azote. Donc clairement, ils se sont attaqués au problème des oxydes d'azote, avec une taxe qui, a priori, pénalisait la compétitivité des entreprises de la pâte à papier, etc., qui sont celles citées dans les slides. Et pour autant, ils ont réussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on ne veut pas toucher à la compétitivité. Donc, ils ont simplement re-rendu l'argent correspondant au prorata de l'activité des entreprises concernées. Donc, la compétitivité de l'industrie suédoise était inchangée. Par contre, au sein de l'industrie suédoise, ceux qui n'émettaient pas de NOx avaient un bonus et ceux qui, au contraire, émettaient trop de NOx avaient un malus. Donc, ça fonctionne globalement comme un système de bonus-malus. Et ce que vous avez ici dans le graphique, c'est ceux qui payent des bonus et ceux qui payent des malus. Quand on prend le dispositif dans son ensemble, l'écotaxe et la restitution des recettes de l'écotaxe, évidemment pas au prorata des pollutions, sinon ça ne changerait rien, mais qui est restitué au prorata de leur activité, pour faire vite. Donc on peut imaginer transposer ça, on met une taxe sur les nitrates, sur les pesticides, et on la restitue au prorata de la surface, éventuellement, enfin on fait ce qu'on veut. Mais donc on peut fabriquer des dispositifs qui préservent l'environnement et qui maintiennent la compétitivité de l'agriculture, c'est faisable. Donc il y a des recherches là-dessus. L'une des recherches importantes, je termine là-dessus, on ne voit pas très bien, c'est toute la recherche, évidemment. La question, c'est est-ce que les services écosystémiques, là je reviens plutôt sur les paiements pour services environnementaux, est-ce que la valeur des services écosystémiques, ça peut être significatif? Là, c'est les études du rapport Chevassus. Pour certaines zones humides, alors c'est des zones humides, mais on arrive à 2800 à 4400 euros par hectare. À comparer au prix du foncier, on n'est pas forcément... Alors, ce n'est pas toutes les zones. Ça, là, c'est des zones qui ont une certaine valeur. Forcément, les services écosystémiques, ça va être différencié. C'est-à-dire, si la zone humide, il faut qu'elle ait une valeur en termes de biodiversité, etc. Mais on a des chiffres qui ne sont pas forcément ridicules. Et l'un des travaux des économistes, c'est réfléchir sur les instruments, comment faire le design des instruments
mais aussi faire l'évaluation de, au fond, quel pourrait être le prix et combien une agence publique de protection de la biodiversité, la future agence française de protection de la biodiversité, pourrait être prête à payer pour des services de ce type-là, ou combien un aménageur peut être prêt à payer pour des compensations. Ça donne des idées, donc c'est ce que font les chercheurs dans ces domaines-là. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Millard nous a donné des pistes de solutions pour maintenir la compétitivité économique des agriculteurs. Monsieur Bureau nous parlait aussi donc, de maintien du capital naturel tout en soutenant la compétitivité de l'agriculture. Aurélie Trouvé, vos solutions dans ce cadre mondialisé, c'est peut-être bien de trouver des solutions nationales, mais comment on fait quand on est dans une Europe très ouverte? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vais poursuivre ce qui s'est dit sur la régulation de marché, puis après j'y arriverai sur la question du mode de production et en quelques minutes, la durabilité environnementale, etc. Donc, d'abord, je voudrais partir d'une anecdote. J'intervenais au Congrès européen de la bio, l'IFOAM, mardi, là, et le président, qui est australien, a commencé son intervention dans la table ronde en nous disant « Surtout les Européens, ne faites pas comme nous ». Nous sommes le pays au monde, sans doute, qui a dérégulé le plus sa politique agricole, en tout cas dans les grands pays producteurs agricoles, et c'est la catastrophe. Et c'est vrai. Hein, quand vous prenez par exemple les produits laitiers, c'est vraiment, ils sont en chute libre, et ils ont tout dérégulé, contrairement à... C'est d'ailleurs les seuls, hein, quasiment, dans les grands pays producteurs. Quand vous prenez par exemple le lait, tous les autres, les États-Unis régulent énormément plus, enfin régulent énormément. Hein. Le Canada, j'en parle même pas, hein, c'est... l'extrême, et même la Nouvelle-Zélande, hein, je vois ici une étudiante qui a beaucoup travaillé dessus, donc même la Nouvelle-Zélande a un monopole en fait coopératif, Fonterra, qui fait 25% des exports internationaux et qui a un système de régulation privée extrêmement important. En fait, en Europe, on est quasiment la seule grande région productrice où on laisse les producteurs se débrouiller seuls pour négocier avec des mastodontes de la transformation et de la distribution. On est les seuls, quasiment. Vous n'en trouvez pas d'autres. Donc voilà, on est dans une situation assez exceptionnelle. Donc moi, je vais quand même revenir sur la question de régulation de marché. Quand je vous dis que l'Europe est malade de néolibéralisme économique, on est vraiment dans une situation complètement absurde, hein, où on est incapable de remettre de la régulation de marché, mais ça nous bouffe complètement. Hein, et ça nous bouffe au niveau de la compétitivité économique, environnementale, sociale, etc. Alors, d'abord, vous avez parlé des outils de régulation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, hein, vous disiez. Donc, déjà, à l'échelle européenne, bon, il se trouve alors qu'avec des collègues, là, on est en train de travailler sur de finaliser un gros rapport sur la question des outils de régulation laitière, mais que j'ai eu l'occasion d'en discuter à la fois avec le cabinet de l'ancien commissaire européen, avec les parlementaires européens, etc. Alors, il faut savoir que c'est pas révolutionnaire de remettre de la régulation, parce que le Parlement européen, par exemple, a sorti l'été dernier un rapport qui dit effectivement, il faut remettre de la régulation de volume en cas de crise. Le problème, c'est qu'il y a des pays comme les Pays-Bas, le Danemark, l'Irlande, etc., qui aujourd'hui, pour l'instant, bloquent parce qu'ils sont encore dans l'idée qu'ils vont pouvoir piquer les parts de marché aux autres, exporter plus, etc. Donc là, on est un peu à un moment charnière où si le gouvernement français, avec ses alliés, ne durcissent pas le rapport de force, ne durcissent pas le bras de fer, on risque effectivement de continuer encore longtemps comme ça et de se faire tailler des croupes, je dirais, des croupières par le reste du monde. Donc, que peut-on faire? Vous parliez de l'article 222, c'est vraiment technique, mais c'est vrai qu'en gros, pour l'instant, on a une proposition très timide, qui est peut-être même contre-productive, qui est de dire, bon, on n'a qu'à faire en France, dans des interprofessions, à un niveau, je dirais, national ou local, on n'a qu'à faire nous-mêmes de la régulation de volume. Ah ouais, mais le problème, c'est que vont faire les concurrents européens? Ils vont se dire, ah bah chouette, les petits Français font de la régulation de volume, donc nous, on va pouvoir augmenter nos propres volumes. Donc ça va ni agir sur les prix, ça va pas agir sur les prix, ça risque même d'être contre-productif. Donc ce qui est sur la table, ce qu'a mis sur la table la délégation française en février,
Mais pour l'instant, le bras de fer est, à mon avis, pas suffisant et il faut absolument le faire très rapidement. Il ne faut pas attendre 2020 et la prochaine réforme. Il faut absolument là avoir un bras de fer suffisant pour que leurs propositions soient acceptées, des propositions efficaces, pas celles qui ont été proposées au niveau européen en mois de mars, c'est-à-dire régulation de volume pour tout le monde. En cas de crise, on maintient ou on réduit pour tout le monde, pas seulement pour les Français. Ou voilà. Donc c'est ce que vous disiez. Et ben ça veut dire remettre du commun à l'échelle européenne. Ça veut dire qu'on n'a plus une politique agricole concurrentielle, mais une politique agricole à nouveau commune. Et ça dépasse le secteur agricole. Et c'est là que c'est passionnant. C'est que cette crise de l'élevage, elle ne renvoie pas qu'à l'agriculture et à la politique agricole, elle renvoie à notre capacité à l'échelle européenne de produire du commun et de produire de la régulation de marché. Ce que je vais vous dire, il y a d'autres régions du monde qui sont capables de le faire. Aujourd'hui, les États-Unis sont bien plus capables que nous, par exemple, de réguler leur marché en cas de crise. Et nous, on a un problème. On est dans un espace de libre-échange, mais nous ne sommes plus capables d'avoir ces politiques communes de régulation et nous nous faisons manger. Et en plus, c'est contre-productif au niveau environnemental, social, etc. Donc ça, c'est la première chose. Donc, vous parliez de réserve en cas de crise. Nous pouvons... Pardon ? Je vous presse un petit peu pour que je finis, voilà. Intervenir. Donc vous disiez aussi renforcer les rapports de force des producteurs vis-à-vis du reste de la filière. Bah, les États-Unis le font très bien. Je vais vous dire, ils ont des systèmes de régulation des marges au sein de la filière entre différents acteurs qui apparaissent très comme bolcheviques du point de vue européen actuellement. Et ben, n'empêche que ça marche. Et que donc c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on est dans cet espace européen finalement qui est un peu complètement isolé du reste du monde en faisant du néolibéralisme à marche forcée, alors que les autres sont capables de réagir et de réguler fortement. Harmoniser vers le haut les normes, on en parlait, j'en parlais aussi tout à l'heure, les normes sociales. Là aussi, on dépasse largement le secteur agricole. Par exemple, avec la remise en cause de la directive européenne sur les travailleurs détachés qui permet de faire du dumping social, mais aussi, et c'est des propositions qui sont faites par un grand nombre d'économistes, au premier lieu Piketty et bien d'autres, instaurer progressivement un SMIC européen. Je ne vois pas d'autre solution pour stopper la mise en concurrence effrénée entre pays, tout secteur économique confondu. Je vais rapidement terminer sur la question du mode de production et donc de l'environnement. Parce que, selon moi, la crise de l'élevage, c'est non seulement une crise du néolibéralisme économique, mais c'est aussi une crise du productivisme. C'est-à-dire cette croyance, et vous l'avez très bien dit, que, en gros, ce qui compte, c'est produire toujours plus par hectare, par travailleur, par hectare, par travailleur, par bête, quelle que soit la valeur ajoutée qu'on en dégage. C'est-à-dire quel que soit le coût, et même si les coûts sont supérieurs à ce qu'on en retire en termes de vente de produits, pas de souci, parce que de toute façon, il y a les aides publiques. Et souvent, vous le dites très bien dans le rapport du CAE, vos collègues, bien souvent, effectivement, on a dans beaucoup de productions des coûts qui dépassent les recettes, mais grâce aux aides, on tient debout. Donc, effectivement, moi, je vous rejoins tout à fait. Il faut d'abord quitter cette vision du productivisme. C'est compliqué, il y a une vraie idéologie derrière, et s'appuyer d'abord sur la valeur ajoutée. Et là, moi, c'est là que j'ai envie de... D'abord, les exploitations qui sont le plus en crise actuellement, c'est ça qui est étonnant aujourd'hui, c'est que ce n'est pas les petites et moyennes exploitations. C'est les plus grosses exploitations, les plus endettées, celles à qui, en 2012-2013, en tout cas, les exploitations les plus endettées, ce sont celles qui sont en crise aujourd'hui, ce sont celles qui ont investi en 2012-2013 quand les prix étaient élevés, qui ont acheté un robot de traite, qui ont augmenté leurs bâtiments, etc., parce qu'on leur a dit, allez-y, vous allez pouvoir conquérir les marchés, etc., et qui se retrouvent aujourd'hui dans de grosses difficultés. Ou moyennes, effectivement. Mais il y a toutes les exploitations qui ont misé sur le bio, qui ont misé sur l'économie et l'autonomie des moyens, etc., se retrouvent sans doute, sans aucun doute, en moindre difficulté. Je peux vous dire que dans le bio, les prix n'ont pas vu la crise, ou quasiment pas. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut miser sur une valorisation des prix par davantage de qualité. D'ailleurs, vous le dites, vos collègues dans le rapport le disent très bien, il faut miser sur la qualité, sur les marchés d'export, sur des créneaux particuliers où on avance le fait qu'on a des critères environnementaux soutenus, etc. Il faut miser aussi sur la baisse des coûts de production, pas en économisant sur le travail, parce qu'il se trouve qu'on a quand même un problème d'emploi en Europe et qu'il faut arrêter de détruire de l'emploi massivement dans l'agriculture.
Donc plutôt que de miser sur le coût du travail à diminuer, il faut miser sur l'autonomie des exploitations. Et là, il y a énormément de réseaux agricoles qui travaillent sur les agricultures économes et autonomes, c'est-à-dire travailler par exemple sur un retour aux prairies qui sont gérées de façon intelligente pour sortir des rendements minimums, et on peut sortir des bons rendements. Et aujourd'hui, on peut avoir des agricultures économes, autonomes qui créent plus d'emplois, qui préservent davantage l'environnement et qui sortent plus de valeur ajoutée. Mais ça demande de sortir de l'idéologie du productivisme. C'est possible, il y a plein de réseaux qui travaillent là-dessus. Et je crois que là, il faut vraiment des aides, une incitation beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Il y a un discours du ministre qui est l'agroécologie, tant mieux. Eh bien, il faut encore davantage que les actes soient en adéquation avec ce discours-là qui est prometteur. Et donc, on attend derrière les politiques qui suivent réellement ce discours-là. Hein. Et c'est très bien qu'il y ait maintenant cette vision de l'agroécologie au niveau ministériel. Voilà, il faut juste espérer maintenant que les prochaines décisions aillent dans ce sens-là réellement. Merci. Pour finir, je suis désolée, je finis juste là-dessus. La redistribution des aides de la PAC, complètement d'accord. Je pense que les aides de la PAC doivent être ciblées sur l'environnement et sur l'emploi. Ça vous concerne au premier chef parce que tout cela, un contribuable verse en moyenne, je crois, en France, 150 à 200 euros par an pour la PAC. C'est quand même 10 milliards d'euros par an, rien qu'en France. Donc on est en droit aujourd'hui de réclamer des aides qui ne soient plus versées par hectare sans légitimité aucune. Hein, puisqu'on sait pas. D'ailleurs, on est en train de faire une étude avec une doctorante avec un tas d'indicateurs environnementaux qui montrent que plus on pollue même et plus on reçoit d'aides par hectare, ce qui est quand même hallucinant. Hein. Et donc, on est quand même en droit, en tant que contribuable, de demander à ce que ces aides agricoles, eh bien, elles servent aux citoyens en termes environnementaux et d'emploi. Donc oui, au niveau français, je finirai là-dessus, il n'y a pas que l'Europe. La France, le ministère de l'Agriculture ont des responsabilités très importantes et ont les marges de manœuvre aujourd'hui aussi pour agir, en particulier sur l'orientation de production, le mode de production, ne serait-ce parce qu'il en a les marges de manœuvre aujourd'hui qu'en redistribuant drastiquement et fortement les aides vers l'environnement et l'emploi. On aura déjà fait, à mon avis, un grand pas si on fait cela au niveau français. Merci beaucoup Aurélie Trouvé. Alors il nous reste vraiment quelques minutes pour s'il y a des interventions dans la salle. Alors je ne sais pas si on a des micros. Là on a une question en haut, je vois à droite. Alors bonjour, je suis Adrien, étudiant. Donc je trouve ça très intéressant. Vous avez beaucoup parlé de l'offre, donc des agriculteurs. Maintenant, comment faire pour convaincre le consommateur moyen d'acheter justement des produits de meilleure qualité qui respectent plus l'environnement? Merci. Aurélie Trouvé peut-être Alors je vais laisser. Voilà, moi je suis vraiment partisane par ailleurs d'une vraie politique alimentaire. Par exemple, via l'éducation, la formation, ça passe par exemple par une forte incitation en restauration collective, à avoir des produits bio, locaux, de qualité, etc., avec une politique d'éducation qui permettrait par ailleurs à l'ensemble des classes sociales, à tous les enfants de France, de manger bio, local, sain, etc., et de savoir ce que c'est de manger de cette façon-là. Donc c'est aussi une mesure sociale. Et des politiques alimentaires, il faut savoir là encore que par exemple les États-Unis ont une vraie politique alimentaire que nous n'avons pas, c'est-à-dire jouer à la fois sur la demande et sur l'offre. Et donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, et c'est une proposition de la France, l'obligation de mention d'origine des produits animaux, je crois que, y compris dans les produits transformés, c'est extrêmement important. Voilà en tout cas moi 2 mesures qui me sembleraient en tout cas agir dans le sens que vous dites. Merci beaucoup. Merci à tous les 3 d'être venus ce matin. Merci aux courageux qui se sont levés le samedi matin. Et puis, je crois qu'il y a une autre table ronde qui va enchaîner, donc on va laisser la place.